Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bienvenue dans cette session aujourd'hui de webinaire consacrée au projet Digital Omnibus. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, eh bien, je vous laisse nous présenter. Nous sommes les équipes de Dastra. Donc moi, je suis Jérôme Demercer, un des cofondateurs. Je m'occupe de l'accompagnement des clients chez Dastra, mais également de tous les aspects métiers. Je suis accompagné de Leïla. Leïla, peut-être que je te laisse te présenter rapidement. Oui, alors je suis Legal Content Manager chez Dastra, donc m'occupe du contenu juridique de la plateforme ou de notre site, de nos blogs, de nos webinaires. Donc voilà. Et donc spécialiste et qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. En tout cas, on a reçu, comme vous le savez, hier, cette version Mhm. présentée par la commission. On a pris le temps ce matin et hier de décortiquer un peu ça pour vous présenter quelque chose aujourd'hui. Alors, juste à propos de nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Dastra, nous sommes une société, nous éditons un logiciel éponyme. Pour les organisations qui veulent simplifier aussi un peu toujours cette simplification et en tout cas se donner les bons outils pour assurer la conformité aux règles de protection des données, tout ce qui est data compliance. Donc il y a beaucoup de modules qui vous permettent de répondre à vos différentes obligations. C'est un outil très simple. Je vous invite vraiment à aller voir dastra.eu pour en savoir plus. Et n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus là-dessus. C'est effectivement très, très simple. Voilà, sachez que nous sommes bien positionnés aujourd'hui et nous avons un souhait important de maintenir un haut niveau d'expertise, d'une part dans notre plateforme, mais également par rapport à nos équipes, par rapport à nos clients sur ce sujet. Et c'est vraiment tout l'objet de ce webinaire aujourd'hui, de pouvoir vous donner quelques clés de compréhension ce Digital Omnibus qui est très clivant. On le voit, tout le monde un peu annonce la fin du monde. On est un peu dans la fin du RGPD ou pas. Donc, l'idée n'est pas forcément de nous dire que c'est oui ou non la fin du RGPD, loin de là. Au contraire, par contre, c'est toujours intéressant, et nous, c'est notre approche depuis le début, donc d'être précis, de savoir de quoi on parle et de pouvoir aussi se faire un avis là-dessus. Il y a plein de petites choses qui sont très intéressantes sur ce texte. C'est une réforme du RGPD, euh, clairement, qui se profile dans ce Digital Omnibus. Alors, on va voir ce que c'est déjà rapidement le Digital Omnibus, quels sont les textes qui sont impactés par ce projet, de Digital Omnibus. Et puis, nous, on va se focaliser principalement sur le RGPD, hein, qui est vraiment aujourd'hui le cœur de notre sujet. Le Digital Omnibus, c'est énorme, il y a plein de trucs dedans. Mhm. Donc, nous, on va vraiment essayer de se concentrer sur ce qui nous intéresse, nous et vous, en tant que DPO, en partie, hein, pour tous ceux qui sont en tout cas dans ce sujet. Alors, petit rappel juste sur Omnibus, de quoi on parle. Omnibus, qu'est-ce que c'est? C'est un paquet, je dirais, de textes. C'est un paquet de règlements. C'est un paquet de propositions, d'évolution qui est déclenché par la Commission européenne. Le Digital Omnibus, c'est le huitième paquet, je dirais, de cet ensemble plutôt le septième, pardon, Septième. qui est réuni et qui n'est pas terminé, hein. Il y a encore d'autres projets de Omnibus qui vont arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? L'objectif de Omnibus, c'est simplifier les choses, stimuler l'innovation, rendre l'économie européenne plus compétitive. Qu'est-ce qu'ils font avec Omnibus? Ils essayent d'apporter une réponse politique à un problème un peu d'image que peut avoir un peu l'Europe à avoir une réglementation trop lourde et donc qui est un peu un empêcheur de stimulation de l'innovation. Ça s'inscrit évidemment dans des contextes politiques globaux, la suite du rapport Draghi, pour ceux qui avaient vu, qui avait quand même dénoncé l'excès de normes en Europe et qui peut paraître vraiment cette lourdeur administrative qu'il est important aujourd'hui d'essayer
d'amenuiser là-dessus, et c'est vraiment l'objectif. Donc, un paquet numérique qui a été présenté hier, qui comprend notamment une réforme, on va le voir, du RGPD, mais pas que, mais aussi des éléments sur le règlement IA. Il présente également deux autres sujets sur l'European Business Wallet, donc c'est un outil aussi d'harmonisation, de simplification au niveau européen pour les entreprises, et donc des éléments aussi sur la stratégie de données de l'Union européenne en essayant de simplifier l'usage des données qui ne sont pas forcément des données personnelles au niveau européen. On le voit bien, il y a un enjeu hyper important pour la Commission, c'est de ne pas perdre la course de l'IA, hein, et donc innover, apporter des réponses réglementaires pour pouvoir donner aux entreprises européennes un cadre qui va leur permettre de développer de l'IA et faire face aussi à la compétitivité mondiale. Donc de ce point de vue-là, pour l'histoire, ce que annonçait aussi la Commission dans sa présentation de cette Digital Package, Omnibus, c'est que la demande principale donc, de ces changements provient en priorité des entreprises européennes. Voilà. Donc il y a forcément tout un tas d'appareils politiques qui s'est mis en place à travers des lobbies, évidemment, etc. Mais c'est quelque chose qui provient essentiellement, en tout cas la demande a été très forte du côté européen. En tout cas, c'est ce qui est annoncé par la Commission européenne. L'objectif de la Commission, c'est de réduire de 25% les charges administratives à travers cet ensemble de textes. Et aussi d'apporter de la réduction de charges administratives pour les PME, d'au moins 35%. Alors, elle quantifie un peu plein de choses d'ici la fin de l'année 2029. On va voir, ça apporte de la simplification, il y a un objectif de simplification là-dessus. Alors, peut-être aussi sur, finalement, ces textes, qu'est-ce que c'est? N'oublions pas qu'on est dans des projets de textes, donc qui sont Mhm. vraiment à une étape de présentation, et qui ensuite font l'objet, eh bien, de discussions au niveau parlementaire, au niveau politique, et en Europe, dans l'Union européenne, on est à ce qu'on appelle le trilogue, c'est-à-dire que la décision législative est prise à travers, proposée par la Commission européenne, et puis approuvée par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, qui sont les deux instances qui décident, qui co-décident donc sur les textes européens. Donc, aujourd'hui, on est à la première présentation par la Commission. Il va y avoir ensuite des discussions au niveau du Parlement et au niveau du Conseil de l'Union européenne qui réunit les gouvernements des 27 États membres de l'Union européenne. L'idée, c'est évidemment d'aller assez vite avec cette réforme, de ne pas pouvoir attendre trop longtemps. Et d'ailleurs, sur l'IA, il y a des, des calendriers qui sont décalés, on va le voir. Donc évidemment, il faut que ce soit fait avant les échéances qui sont déjà prévues aujourd'hui. Ça veut dire que ça peut arriver dans les quelques mois à venir. Je pense que l'objectif de la Commission, c'est pas d'attendre très longtemps, c'est pas de faire comme le RGPD qui, souvenez-vous, avait mis depuis entre 2012 et 2016 la première présentation donc de la Commission en 2012 et puis finalement l'adoption définitive en 2016, 4 ans. Aujourd'hui, on va essayer d'aller plus vite, en tout cas c'est l'objectif annoncé par la Commission. C'est aussi évidemment un texte beaucoup moins lourd, hein, puisqu'ils font décortiquer les choses, rassembler des choses, ils font des ajustements, un peu de toilettage, comme on pourrait dire. Alors, c'est une opération de simplification globale, je l'ai évoqué, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais ça ne concerne pas que la protection des données, mais c'est aussi les obligations générales pour les entreprises, que ce soit dans l'environnement, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans tous les secteurs d'activité, et puis effectivement d'autres éléments qui vont arriver sur notamment voilà, les taxations, les produits énergétiques, l'automobile, etc., qui vont permettre de stimuler l'innovation, en tout cas d'essayer de simplifier des règles qui aujourd'hui ont été considérées comme étant peut-être un peu trop lourdes. Mhm. Il y a eu des consultations préalables, ce qu'a annoncé aussi la commission importante, sur l'ensemble de ces propositions, y compris sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, hein. Il y a eu des consultations qui ont été faites auprès des différentes parties prenantes européennes, que ce soit beaucoup les entreprises notamment, mais aussi les gouvernements. C'est quelque chose que la commission a annoncé. C'était intéressant parce que il y avait un journaliste qui posait la question
lors de la présentation hier, de dire, mais vous avez en 2 mois présenté un texte qui généralement met 12 mois à se réaliser. Donc, soit les équipes de la commission sont vraiment très fortes, soit vous avez peut-être été un peu aidé par des lobbies qui vous auraient proposé des textes tout faits. Et donc, ce à quoi effectivement la commission répond que il est bien évident que les textes ont été prévus de longue date et du coup largement discutés. En tout cas, le fait est que les textes sont ici présents et que nous allons pouvoir aujourd'hui les commenter ensemble. Donc l'objectif, on l'a rappelé, c'est clarifier les règles pour soutenir l'innovation, réduire les coûts de conformité, davantage de clarté aussi pour les individus, rationaliser les autorités de contrôle, les organismes constitutifs. Il y a vraiment un objectif aujourd'hui de rationalisation, de simplification qui est largement documenté. Alors, ce digital omnibus, quels sont les textes qui sont aujourd'hui impactés? Donc, les objectifs que nous avons vus, il y a aussi ce qui est important, c'est cette synergie où en fait l'articulation entre les différents cadres juridiques existants était aussi un objectif primordial de ce digital omnibus pour réduire les doublons, pour traiter les chevauchements. Donc, c'est normal qu'il y a plein de textes qui soient impactés. On a pas mal de textes donc, qui ont été modifiés par le digital omnibus. C'est la petite liste qui inclut quand même le RGPD, le Data Act, le AI Act, plusieurs directives comme la e-privacy, NIS2. Donc, on va voir ensuite, plus tard, c'est quoi les modifications clés. Mais ça abroge aussi des textes, donc ça ne fait pas que modifier, mais ça en abroge d'autres, parce qu'ils estimaient que c'était peut-être déjà prévu dans d'autres textes, parce que ça faisait un doublon, donc, ou parce qu'ils ont pris les idées clés de ces textes-là et l'ont rajouté dans d'autres. Donc par exemple, le Data Governance Act, la directive Open Data et information du secteur public et le règlement Platform to Business ou celle du Free Flow of Non-Personal Data, en fait, c'était ça encadrait pas mal de relations, ça cadrait le partage de données via des intermédiaires de données à autres, le concept d'altruisme des données. C'est quand même des réglementations qui tournaient autour de la libre circulation des données et qui finalement, le Digital Omnibus va venir intégrer en partie dans le Data Act. Donc, c'est comme si on transposait quand même les idées les plus importantes en un seul texte, qui est le Data Act, qui n'a pas encore pris peut-être l'impact que ça devrait prendre, parce que c'est quand même un texte immense et très important. Mais bon, on le verra. Donc voilà. Et c'est quoi concrètement? Donc c'est le digital omnibus. On a vu les textes qui ont été impactés, les textes qui ont été abrogés. Mais ce que c'est en fait, c'est un paquet de deux textes. Euh, et le premier, c'est le Digital Omnibus on AI Regulation. Donc c'est la proposition de règlement qui va venir modifier le AI Act principalement. Et le second qui va modifier plusieurs autres textes, inclus le RGPD, la e-privacy. Mais donc, ce sont ces deux textes séparés sur ces deux sujets-là. Notre focus va plutôt être sur celui du RGPD et de la privacy en général. Donc, je vais passer vite fait sur celui de l'IA. Euh, Quand même, ce qui est important à savoir, c'est que ce schéma, enfin, ce projet, pardon, va modifier le calendrier de l'AI Act. Et en fait, il va venir reporter la date d'application des obligations qui pèsent surtout sur les systèmes, les fournisseurs, pardon, et utilisateurs du système à haut risque, vous le savez sans doute, mais ces dispositions devaient s'appliquer à compter du 2 août 2026. Mais ici, le Digital Omnibus va venir prévoir de décaler la date à entre 6 et 12 mois après l'adoption des normes techniques pour les exigences applicables au risque et jusqu'au 2 décembre 2027 pour les systèmes à haut risque qui sont listés donc dans l'annexe 3 de l'IA Act et au 2 août 2028 pour les systèmes qui sont listés dans l'annexe 1. Donc, c'est
c'est encore un report de date parce que on estime que les documentations qui étaient nécessaires pour aider ces fournisseurs, ces acteurs-là à être conformes ne sont toujours pas là. Il y a eu un retard, les fournisseurs sont perdus. Donc, c'est quand même un point important de savoir que le calendrier va être modifié. Bon, bien sûr, si le projet est adopté, mais c'est l'intention en tout cas. Et sinon, il reste d'autres propositions de modifications qui sont faites par ce projet-là. Euh, la première, c'est une proportionnalité qui va venir être renforcée pour les small et mid caps. C'est pas très choquant parce qu'il y avait déjà l'omnibus, le projet de simplification donc pour les PME, pour les entreprises qui n'arrivent pas vu leur taille, à jongler entre tous ces différents textes législatifs. Donc Sachant que ici, les SMC, hein, Small and Mid Cap, c'est aussi une création dans le ouais, Omnibus, hein, qui est, et exactement. on l'a entendu en mai dernier sur le registre, donc qui serait plus obligatoire pour ces entreprises de cette taille-là, de moins de 750 salariés. C'est ça, c'est aussi quelque chose Oui, qui est qui toujours en cours emploie et qui est jusqu'à prévu. 750. Mm. Ouais. Et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 150 millions d'euros. Donc c'est la nouvelle définition de ces entreprises-là. Mais bon, pour dire que ça vient compléter et étendre le régime de proportionnalité qui était déjà prévu pour les PME et les startups en quelque sorte. Donc ça vient renforcer encore ces acteurs, sans doute pour faciliter l'innovation qui est quand même l'objectif. Euh, Renforcer les pouvoirs du AI Office pour centraliser la supervision des systèmes d'IA fondés sur les IA à usage général, donc les General Purpose AI Models, dans un objectif ici de réduire la fragmentation en fait de la gouvernance parce il y avait plusieurs répartitions selon quel modèle, quel risque. Donc ici, l'objectif, c'est de centraliser les modèles à haut risque chez le AI Office euh, des limitations dans les obligations d'inscription dans la base de données publique de l'UE, parce qu'il y avait l'obligation pour les fournisseurs de s'enregistrer dans une base de données publique européenne, d'enregistrer le système d'IA qu'ils mettent donc sur le marché. Et là, on vient limiter cette obligation-là. Euh, et quand même, le point important, c'est sur la AI literacy, qui est l'article 4 de l'AI Act, qui est l'obligation pour les entreprises et les fournisseurs, en fait, de mettre en place des mesures de formation, de favoriser la culture de l'IA dans les entreprises. Et ici, on vient déplacer la charge vers la Commission et les États membres qui eux-mêmes devront promouvoir la culture de l'IA, la literacy, et encourager ces fournisseurs à adopter les mesures, donc à aider en fait davantage les boîtes dans cette mesure. Donc, comme on l'a dit, on est passé un peu vite fait sur celui de l'IA Act parce que notre focus là, c'est vraiment la privacy, le RGPD. Donc, on passe au second texte qui est la proposition de règlement principale, entre guillemets, qui va ici venir toucher un large corpus de législation. Euh, donc, Avant de s'attarder plus en détail sur le RGPD, c'est quand même important, donc, comme j'ai déjà évoqué, qu'on parle du Data Act, peut-être vite fait, mais euh, comme j'ai dit, plusieurs textes vont être intégrés donc, dans le Data Act pour consolider en fait les différentes règles dans un seul texte-là. Donc, on va venir fusionner dans ce texte pour renforcer la clarté juridique. Il y a certaines dérogations qui vont dans la même optique, être ciblé pour les SMC, pour les PME. Donc, encore, c'est toujours la même logique. D'autres lignes directrices qui vont être incluses. Euh, donc, c'est encore une simplification, sachant que le même jour, la Commission a aussi publié les clauses contractuelles type qui sont prévues dans le Data Act. Donc, pas mal déjà d'évolutions, d'avancements sur ce sujet. Euh, et nous pourrons le voir dans un prochain webinaire peut-être. Sachant Euh, qu'on voit bien l'objectif, ça va être aussi d'ouvrir un peu l'accès aux données pour aussi entraîner des systèmes ou des modèles d'IA bien sûr. et développer des systèmes d'IA.
derrière, on comprend bien la logique un peu de simplification de l'ouverture de l'accès aux données, puisque Ouais, c'est pas que les données personnelles, évidemment, mais qui va permettre un peu de donner cet accélérateur aux entreprises européennes sur le sujet. pour Euh, ouvrir l'accès à ces jeux de hmm. données. Puis il y a vraiment le sujet de l'IA est fondamental hein, sur cette réforme, en tout cas au Mhm. niveau du digital. Ouais. Alors, il y a aussi quelque chose de très important que va proposer ce projet de simplification sur la partie, je dirais, cyber, notamment, c'est aussi de mettre en place ce qu'on appelle un guichet unique. En tout cas, il y a un objectif annoncé de la Commission d'arriver à quelque chose qui va simplifier les notifications qui doivent être réalisées par les organisations dans le cadre des violations de données qu'ils pourraient connaître. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de réglementations éparses qui exigent de notifier les autorités respectives et selon également certains canevas, certains modèles. Donc, il faut avoir, par exemple, des notifications, on le sait bien, pour le RGPD, hein, les violations de données à caractère personnel, mais également dans le cadre de la directive NIS 2, il va y avoir des notifications obligatoires auprès de l'ANSSI en France. Il y a également le cas avec DORA, pour les entités financières, mais également dans EIDAS, mais également la directive résilience pour les entités critiques. Ces 5 textes ici, aujourd'hui, donc dans le projet Digital Omnibus, font l'objet d'une volonté de réunification d'une notification en un seul guichet unique auprès de l'ENISA. Donc l'ENISA, c'est l'équivalent de l'ANSSI, mais au niveau de l'Union européenne. Donc avec l'ensemble des difficultés techniques que ça présentait. Ça, c'est, je pense, un vœu pieux. Enfin, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui, à mon avis, est très souhaité par les organisations parce que c'est vrai que c'est très lourd de faire des notifications. Néanmoins, techniquement, c'est en fait quelque chose d'extrêmement complexe parce que, je l'ai évoqué, c'est des réglementations différentes. Et en plus de ça, ça nécessite d'avoir un seul modèle commun à l'ensemble de ces notifications, de pouvoir donc ensuite faire des répartitions et de pouvoir ensuite répondre aux objectifs fixés par ces notifications. Derrière, ça nécessite aussi un défi technique, un défi de sécurité. Ça veut dire aussi que l'ENISA va rassembler en un seul endroit l'ensemble des notifications potentiellement de tout ce qui se passe en Europe. Donc, au niveau de sécurisation de ces remontées d'informations, il y a un véritable défi technique. Alors, c'est quelque chose qui, de toute façon, va prendre du temps. Et dans tous les cas, la commission, dans le projet de texte, donne aussi un délai pour pouvoir mettre en place ce système qui est aujourd'hui porté à au moins 24 mois après l'entrée en application de ce texte. Donc, c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Néanmoins, on comprend bien que la volonté politique d'aboutir à ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement apprécier et qui devrait arriver. Ça va certainement continuer de faire parler. On peut aussi se dire que ça va être étendu à d'autres secteurs, et je pense notamment, vous savez, en France, donc les notifications aussi pour le cas des autorités, dans le cas des autorités de données de santé, par exemple, c'est pas quelque chose qui est couvert aujourd'hui par ce texte. Donc on maintiendra quand même encore un certain nombre de notifications différentes. Alors, ensuite, sur la privacy qui est devenue innovation friendly. Donc ça, c'est vraiment le terme aussi qui est adopté aussi dans le texte. Donc on voit bien le message qui est porté par le texte, c'est donc vraiment avoir une, une portée de politique sur l'innovation. Il y a quelques différences qui sont à noter, notamment une très importante par rapport au projet qui avait fuité. Vous savez, il y a un projet qui a fuité il y a quelques jours, donc qui a fait beaucoup parler, justement, qui a fait beaucoup de réactions, notamment en disant que c'est là qu'on tue le RGPD, des nombreuses pétitions, etc. Alors, ici, il faut relever quand même quelque chose, c'est que
très certainement que ce leak avait été un peu organisé pour pouvoir aussi recueillir des premières réactions. Et une des réactions qui a aussi été accueillie, je dirais, par la commission dans ce texte ici présenté, c'est qu'elle a supprimé une disposition qui était dans ce projet qui avait fuité concernant la définition des données sensibles particulières. Vous savez, dans le projet, il y avait une ambition de limiter donc la définition des données sensibles à des informations qui relèvent directement, enfin des données qui relèvent directement des informations sur le caractère sensible des individus. Et donc finalement, on sort de l'approche très contextuelle qui était retenue surtout par la CJUE, hein, la donnée de santé, la donnée sensible est extrêmement aujourd'hui large en termes d'interprétation. Euh, donc, euh, et donc c'est quelque chose qui a été enlevé de ce projet de texte et donc qui n'apparaît plus dans ce projet de texte. Ça, c'est important aussi de le savoir. Néanmoins, il y a donc des choses qui sont importantes, et en particulier sur la définition de la donnée personnelle, qui, pour le coup, fait l'effet inverse, c'est-à-dire que on était sur une donnée, vous savez, qui était bien définie par rapport à son identification directe ou indirecte, et aujourd'hui, eh bien, on essaie de lui apporter une réponse, enfin une définition au regard du contexte dans lequel elle est appréciée. Donc sur ce sujet qui a aussi fait l'objet récemment d'un arrêt important, donc l'arrêt SRB de la CGUE, euh, c'est principalement la possibilité de savoir si l'organisme qui reçoit les données a les moyens d'identifier la personne ou pas. Donc en fait, on passe d'une définition un peu large, une approche un peu absolue de la définition de la donnée personnelle, à une approche plus concrète, plus relative, et voir au cas par cas, est-ce que l'entité en fait qui reçoit, qui a les données, dispose de moyens qui sont raisonnablement susceptibles en fait, que ces moyens-là puissent lui permettre d'identifier la personne concernée ou pas. Euh, et Juste pour préciser, je sais pas, vous avez peut-être déjà remarqué, mais on a relevé les considérants qui s'appliquent à chacune de ces notions que nous voyons ensemble, et que l'article 3 en fait, de ce projet Omnibus, c'est celui qui vient modifier le texte du RGPD. Donc les articles sont classés par quel texte l'article vient modifier. Donc nous, là, on est principalement dans l'article 3 de ce projet qui vient modifier l'article RGPD. Donc à chaque fois, on a mis le considérant et l'article du projet modifie quel article du RGPD, vous le verrez dans les titres. Et ici, donc, là, on modifie le fameux article 4 du RGPD, qui est l'article des définitions, pour justement préciser ça que l'information aussi ne constitue une donnée personnelle pour une entité donnée que si elle arrive donc à identifier la personne derrière. Et l'intention, en tout cas ici, c'était de renforcer la sécurité juridique pour codifier ce qui a été dit par la CGE dans l'arrêt SRB récemment, euh, et pour en fait euh, parler de ces techniques de pseudonymisation, de ces techniques de réidentification en fait, qui avant n'étaient pas vraiment prises en compte dans la définition. Donc, il faut venir voir si l'entité d'origine, euh, en- elle, peut-être pour elle, c'est des données personnelles, mais pour l'entité à laquelle elle transmet, ça ne l'est pas. Donc, c'est encore une fois cette approche relative-là qu'il faut suivre. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi ça a été critiqué, parce qu'on considère que euh, on va peut-être être perdu entre quelle entité, pour moi, est-ce que c'est des données personnelles, pour toi, non, toi, autre entité. Donc, c'est jongler encore avec à un autre niveau peut-être d'insécurité. Euh, Surtout que ça dépendra aussi de vouloir justifier en fait l'intention réelle de l'entité de vouloir identifier ou pas la personne. Donc c'est peut-être encore une complexité qui est rajoutée ici
Euh, Parce qu'au lieu de retenir le critère objectif qui est déjà prévu, qui est enfin, le critère actuel de la définition de données personnelles, donc toute donnée qui se rattache directement ou indirectement à une personne identifiable, ici on viendrait dire que l'application du RGPD va dépendre du fait qu'une entreprise déclare être en mesure ou non ou avoir l'intention même d'identifier la personne derrière. Donc, c'est parce que l'enjeu C'est est grand, c'est est-ce que si les données ne sont pas considérées comme personnelles, ça veut dire que le RGPD ne s'appliquera pas. Donc, c'est quand même une grosse conséquence. Oui, Jérôme. Ouais, alors c'est vrai que là-dessus, la Commission prévoit aussi d'apporter des règles un peu plus claires. Exactement. Notamment, elle explique aussi finalement quels critères sont à prendre en considération. Oui. Notamment, elle relève que euh, la réidentification, l'identification des personnes doit être impossible si elle est interdite par la loi ou impossible en pratique. Parce que Mhm. ça nécessiterait des efforts disproportionnés en termes de coûts, Exactement. de travail, de temps. Et donc, elle cite un exemple hein, dans le European Data Health Space, hein, donc ce nouveau règlement qui va justement permettre donc le partage de données de santé au niveau européen, en tout cas l'organiser. Ce qu'elle évoque aussi surtout, c'est que elle demande la Commission, enfin ce texte demande à la Commission de préparer un acte délégué, un acte d'exécution du RGPD pour définir des critères techniques. Comment est-ce que ça doit être interprété? Et c'est un peu là où aujourd'hui tout le monde attend des réponses. C'est comment Mm. finalement ça doit être interprété. Et je viens de voir passer une question sur l'interprétation restrictive ou non. C'est effectivement le cœur du sujet. Donc c'est finalement comment on va interpréter, c'est quoi un effort impossible, un effort important, c'est quoi l'interdiction par la loi qui va nous permettre de considérer qu'on sort du périmètre du RGPD, tout simplement. Donc on peut Mm. aussi noter, et ça c'est quelque chose qu'on relève un peu dans tout le texte, que le texte prévoit que c'est la commission qui prend des actes délégués. Et c'est la Commission qui prend des actes délégués avec l'avis de l'EDPB, donc le Comité européen de protection des données. Et donc, on voit bien que aussi dans ce texte, la Commission reprend un peu la main sur les définitions, sur ces sujets. C'est un peu ce qu'on a sur DORA, par exemple. Vous savez, DORA, il y a un texte, puis il y a beaucoup d'actes délégués qui vont préciser des tas de choses, etc. Eh bien, on retrouve un peu cette même logique qui arrive avec le RGPD. Et donc, il y a une espèce je dirais, de situation où on va essayer de moins laisser la main mise sur l'interprétation à l'EDPB et plus être exigeant directement dans un texte et donc juste cantonner le DPB et les CNIL européennes à un rôle de conseil sur de ce point de vue-là. Donc il y a vraiment, je pense, c'est le système vraiment de changement un peu où on veut essayer d'amener peut-être plus de contrôle et de mainmise sur l'interprétation du RGPD par la Commission, hein. Et on voit bien qu'il y a toujours des sujets de discorde entre eh bien, les autorités de contrôle et, Mm. le coup, la Commission sur certains points. Un point important aussi, donc la réutilisation des données. Aujourd'hui, il y a une légère modification, vous savez, de l'article 5.1b du RGPD qui est proposé, notamment sur la réutilisation des données, pour d'autres finalités qui sont ici celles de l'archivage recherche scientifique, historique ou statistique. L'idée ici est d'ajouter un toujours considéré comme compatible. Cette petite nuance-là, indique on va partir du principe que c'est immédiatement compatible sans avoir besoin de systématiquement réaliser ce qu'on appelle des LIA, hein, des Legitimate Interest Assessments, ou tout simplement des contrôles de la proportionnalité derrière des droits et libertés des individus par rapport à cette nouvelle finalité. On va donc limiter ici la charge de preuve à apporter dans le cadre de réutilisation et en particulier hein, sur la recherche scientifique, mais surtout la partie statistique. Hein, ouais.
Et donc encore un autre sujet, qui est important, c'est l'obligation d'information. Donc on va venir modifier les articles 12 et 13 du RGPD. Bon, un rappel très rapide, mais normalement, le responsable du traitement qui doit fournir à la personne concernée un certain nombre d'informations sur le traitement. Et il y avait déjà une dérogation prévue dans le RGPD qui est que si on considère que la personne dispose déjà de ces informations, on n'a plus besoin de réintroduire une notice ou une autre sorte d'information. Ici, ce qu'on propose, c'est d'étendre cette dérogation à certains cas supplémentaires euh, pour réduire en fait la charge qui pèse sur les responsables de traitement, tout en étant quand même méfiant de ne pas priver les personnes de leurs droits. Donc ici, si on estime qu'il y a un contexte simple et une relation claire entre la personne concernée et le responsable de traitement, donc ici, on arrive en fait à voir qu'il y a des motifs raisonnables de penser que la personne a déjà les informations essentielles. Euh, on tient en tenant compte bien sûr du contexte de la collecte et de la relation entre la personne et le responsable. Donc il n'y aura pas besoin de fournir à la personne concernée des informations. Et ici, le texte donne des exemples typiques. Euh, Par exemple, le contexte d'un artisan avec ses clients. Par exemple, des associations ou des clubs sportifs qui se limitent à la gestion de leurs membres, à la communication, à l'organisation d'activités. Donc, on est vraiment dans des cadres où le contexte est simple et la relation est très claire. Mais le traitement aussi ne doit pas être susceptible d'entraîner un risque élevé au sens de l'article 5 du RGPD. Donc, si on est dans un cas de risque élevé, par exemple de surveillance massive, etc., ici, on ne peut plus être dans un cas de dérogation. Donc, on revient à l'obligation qui est celle d'informer quand même les personnes concernées. Et on a une nouvelle notion d'activité non-data intensive. Donc, si on considère que l'activité n'est pas intensive en données, b- par exemple, c'est un faible volume de données collectées ou le traitement n'est pas complexe, donc encore dans cette optique de relations claires, de relations simples, mais surtout en termes de traitement qui lui-même est simple, donc peu complexe, on peut considérer ici que l'activité est non-data intensive et donc c'est un autre cas de dérogation qui est prévu. Alors, toujours aussi la gestion de ces droits pour les individus, le projet apporte aussi, et là c'est assez important, des Mhm. modifications sur l'exercice des droits des personnes et la prévention notamment des abus qui peuvent être générés par les individus dans le cadre de l'exercice de leurs droits. Ce qu'essaye de rappeler et de faire la Commission à travers ce texte, c'est de finalement redonner à l'exercice des droits, de le limiter en tout cas uniquement aux seules finalités de protection des données. Alors, c'est quoi finalement les finalités de protection des données? Bah, c'est vérifier qu'on a bien un traitement qui existe, que la licéité, la légalité de ce traitement est bonne, et puis donner la possibilité aux individus d'exercer leurs autres Exact. droits, comme le droit de la modification des données, si jamais les données sont pas bonnes, ou comme le droit à la suppression des données si les données ne devraient pas être conservées. Et ce que va essayer d'apporter aussi donc la Commission dans ce projet, c'est donc de limiter l'exercice des droits à ces seuls cas-là. Et tout le reste, de donner plus de latitude aux organisations qui doivent aux responsables de traitement, eh bien, de pouvoir refuser des demandes qui seraient considérées comme abusives. Donc ça peut être des cas d'abus où elle va donner des exemples concrets, par exemple le but de pousser donc le responsable à la refuser pour que sa demande, pour que la personne demande une indemnisation ou la menacer d'une action en justice. Quand il y a des demandes excessives pour nuire ou causer donc, des difficultés, des dommages donc aux responsables de traitement, ou alors lorsque un individu va exercer un droit d'accès extrêmement large et essayer ensuite de monnayer son droit d'accès contre un avantage. Ces situations-là, elles ne sortent pas de nulle part, vous le savez bien comme moi, ça arrive que vous ayez des personnes qui finalement manipulent aussi le RGPD pour obtenir des fins qui soient autres que l'exercice des droits purs de protection des données. Cela étant dit, ça effectivement va limiter la portée aussi de l'exercice des droits. La jurisprudence
a considéré, donc depuis même de l'Union européenne, a considéré que l'exercice du droit ne devait pas être justifié. Donc il y avait pas, on ne pouvait pas le limiter. Et donc, à travers ce texte-là, le législateur vient eh bien, rétablir la situation et donc contrecarrer la position de de la Cour de ce point de vue-là. Notamment aussi sur la demande excessive, elle précise de manière claire dans son considérant qu'une demande doit être spécifique. C'est-à-dire qu'une demande qui est trop large pourra être considérée par défaut comme excessive. Quelqu'un qui va dire donnez-moi l'accès à toutes les données qui me concernent chez vous, eh ben, ce sera considéré comme excessif. C'est un peu ça que Mhm. ça veut dire. Hein. Bon, après, tout est dans le détail, mais le message est là. Donc ensuite, ça veut dire aussi que la charge de la preuve pour l'organisme, le responsable de traitement, est également allégée. N'oublions pas que l'objectif, c'est d'alléger la charge administrative. Donc la preuve que la demande est abusive ou excessive sera allégée, notamment le caractère excessif, en considérant que ce caractère finalement excessif, eh bien la charge, parfois pour le responsable de traitement, elle est difficile il est difficile d'amener la preuve puisque ça dépend pas forcément d'elle, plutôt que le comportement de la personne, qui est en cause. Donc ça, c'est important. Il y a évidemment quelque chose qui est ici critiqué, qui est donc dans le débat, et donc qui certainement continuera de faire débattre. C'est une position qui vide sa substance, le droit d'accès, parce qu'effectivement, on vient trop le limiter, mais c'est également bah, on part de l'idée que des salariés donc, vont utiliser ces éléments-là, comme j'ai évoqué, pour détourner le droit d'accès. Et donc, finalement, eh bien, le fait de restreindre cette portée du droit d'accès, ce serait une violation de la Charte des droits fondamentaux et de la jurisprudence qui, effectivement, qui est à considérer qu'il ne devait pas y avoir de justification là-dessus. Alors attention, le diable se cache toujours dans les détails et dans les petits mots. Donc, il n'est pas exclu que quelque chose, en tout cas, que la finalité de ce texte soit aboutisse, quand bien même il y a ces critiques, mais qui sont de toute façon recevables, on peut l'imaginer. Et aussi, une autre critique, c'est de dire que ça vient renforcer un déséquilibre qui est déjà présent ou déjà important des utilisateurs qui sont peu informés et des entreprises qui contrôlent donc l'accès à l'information. Donc, ça rejoint un peu cette approche-là de Mm. critique. Alors, l'automatisation, maintenant, il y a aussi une modification ici, mine de rien, c'est important, de l'article 22 du RGPD, ce méconnu article 22, pour rappel, prévoit qu'on a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision automatisée par défaut et qu'il y a de la possibilité d'avoir des décisions automatisées dans le cas où la décision est nécessaire à la conclusion d'un contrat, etc. Ici, le projet vient tout simplement supprimer le premier paragraphe, qui est la personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision automatisée. Et finalement, elle vient tout simplement dire qu'une décision automatisée est autorisée dans le cas où c'est nécessaire à la conclusion d'un contrat, dans le cas où il y a le consentement de la personne, dans le cas où c'est la loi qui prévoit. Enfin, il y a ces trois conditions. Donc finalement, ici, on change de paradigme, un peu d'approche de cette dimension-là. On n'est plus dans quelque chose qui est une interdiction de base, et donc qui nécessite derrière d'amener de la documentation, de la preuve, de la réflexion, à quelque chose qui va être une autorisation, par défaut, qui est inscrite directement dans le texte. Et donc ça peut paraître évidemment peut-être anodin comme ça, puisqu'à la fin, bon, bah oui, très bien, il y a toujours les mêmes conditions pour pouvoir avoir des, des, euh, des décisions automatisées. Néanmoins, on voit bien que la lourdeur administrative, de la preuve, de la documentation, de respecter les choses, va effectivement être impactée là-dessus. La décision automatisée,
Qu'est-ce qui prend des décisions de manière automatisée aujourd'hui? C'est l'IA, bien évidemment, c'est même dans la définition des systèmes. Donc, évidemment, tout ça va dans ce sens-là. Il y a aussi la jurisprudence récente qui a pu aussi avoir des implications là-dessus, hein. On pense notamment à l'arrêt Choufa, hein, donc pour ceux qui savent, de 2024, je crois, qui avait aussi fait beaucoup parler sur cet article 22. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est pas exigé que la décision puisse être prise que de manière automatisée. Donc, en d'autres Mm. termes, que le simple fait que enfin, un être humain pourrait prendre cette décision aussi, ça n'empêche pas le fait que le responsable de traitement puisse la prendre au moyen d'un traitement entièrement automatisé. Donc, ça donne encore plus de marge au Mm. responsable de traitement, donc de réaliser ces Mm. traitements automatisés-là. Alors attention, il y aura toujours Mm. hein, quand même le droit d'avoir une intervention humaine, etc. Oui, Ça, c'est des choses bien qui ne sûr, changent mais pas, bien mm. sûr. Alors, autre chose importante, et là, pareil, en termes de réduction de charges administratives, et voilà, on va se faire rattraper par le temps, les Ouais. notifications de violation de données, il y a une baisse des seuils qui est proposée. Aujourd'hui, vous le savez, c'est 72 heures pour tous les risques, toutes les violations qui présentent un risque et qui ne soient pas faibles, entre guillemets. Sur le risque, et risque élevé. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de notifier à une autorité de contrôle uniquement si c'est un risque élevé. Pour les droits et libertés, on retrouve le même seuil qui est pour l'information des personnes. Et le Mhm. délai qui est aujourd'hui de 72 heures est porté à 96 heures pour la violation. Alors ça pose plein de questions parce qu'on a un guichet unique d'un côté, puis on a des délais, puis là en fait on rallonge 96 heures, mais dans d'autres textes, on est à 48 heures, à 24 heures. Donc finalement, il n'y a pas non plus aussi beaucoup d'harmonisation à ce niveau-là. Néanmoins, on voit que ça rallonge de 24 heures, donc d'une journée en plus. C'est bien pour les incidents qui arrivent un vendredi soir. Ça pourra permettre de travailler un lundi plutôt que de travailler un dimanche. Et ensuite, il y a effectivement, on l'a dit, le guichet unique. Attention, ça n'empêche pas de documenter en interne toutes ces violations. Malgré tout, il faut maintenir, pour l'ensemble des documentations, quel que soit le niveau de risque, une documentation interne et pouvoir prouver sa conformité. Ce qui est intéressant aussi, et là il y a une approche aussi de simplification, d'harmonisation, c'est que il est demandé, là pour le coup à l'EDPB cette fois-ci, de déterminer un modèle européen de notification, donc que ce soit la même aux Pays-Bas ou en France ou en Espagne, et une liste commune de violations impliquant un risque élevé. On a déjà donc des guidelines de l'EDPB qui précisent un certain nombre de choses. L'idée ici, c'est d'avoir quelque chose inscrit dans le dur. Et puis une évolution de cette liste tous les 3 ans. Donc, dans la même optique d'une harmonisation des modèles, finalement, Ouais, exactement. pour l'analyse d'impact aussi. Alors, Tu- oui, tu- on en parlera juste après. Effectivement, non, il y a aussi, on n'en a pas parlé, et vous avez raison, tu as raison, pardon. Hop, là, les modèles. Il y a cet important effort qui est fait pour essayer d'harmoniser la documentation, et notamment les analyses d'impact. Aujourd'hui, sur les AIPD, eh bien, chaque, je dirais, pays a ses modèles, ses exigences. L'idée, c'est d'avoir un seul modèle unique au niveau européen, mais surtout aussi, au-delà du modèle, c'est d'avoir une méthodologie qui est la même, qui est proposée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, une méthodologie, c'est comment on fait une analyse d'impact. Et aujourd'hui, bah, c'est toujours un peu flou. Donc l'idée, c'est d'apporter un peu des choses sur étagère pour aider les organisations à réaliser ces analyses obligatoires. Donc, liste également de traitements qui font l'objet d'analyses d'impact, qui doivent le faire de manière obligatoire. Aujourd'hui, vous savez, c'est une liste par autorité de contrôle, par pays. L'idée ici, c'est de supprimer ces listes nationales, mais par contre d'en faire une seule au niveau européen. Et Mhm. aussi de rendre obligatoire donc les listes pour les traitements qui ne doivent pas faire l'objet d'une AIPD. Donc il y a vraiment un objectif ici Qui là, était facultative. d'harmonisation. Hmm. Ouais. Voilà. Et donc, on va avoir des analyses d'impact, de notification qui devront être harmonisées et ça, c'est quelque chose qui peut être effectivement assez bienvenu de ce point de vue-là. Et qui Euh, seront on donc a- pris par la commission comme acte d'exécution. Donc, ça rejoint l'idée que tu Ouais, évoquais de exactement. remettre cette charge à la commission. Ouais, ouais. Euh, voilà. Ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus, c'est bon. Et
Tu voulais Pas de rajouter souci. quelque Non, non, chose? c'est bon, vas-y, vas-y. Ouais. Et sinon, donc dans les derniers points, c'est les points qui touchent au croisement en fait entre le RGPD et l'IA. Euh, Parce qu'on aura cette notion d'intérêt légitime. En fait, donc là, qu'est-ce qu'on propose? On propose que le traitement de données personnelles, s'il est fait aux fins de développement et de fonctionnement de modèles et de systèmes d'IA, ça peut être donc effectué sur la base de l'intérêt légitime au sens de l'article 6 du RGPD. Euh, Sans doute parce que, et c'est dans les considérants que l'IA doit être vue comme un élément de confiance, un élément clé pour soutenir la croissance économique, encourager l'innovation génératrice de bénéfices sociaux, et donc en quelque sorte aider ou rendre plus simple cette conformité des fournisseurs ou d'acteurs qui développent ces systèmes d'IA. Euh, et donc, on viendrait ici clarifier dans quelles conditions le responsable de traitement peut se fonder sur l'article 6 du RGPD, donc l'intérêt légitime. Euh, et c'est toujours possible, attention, sauf lorsque d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit national vont imposer en fait un recueil de consentement ou une autre base. Donc, ce n'est pas applicable dans tout cas si le droit qui est national ou un droit de l'Union va demander en fait le recueil de consentement. Dans ce cas, on ne peut plus se baser sur l'article 6. Par exemple, pour les gatekeepers, pour les contrôleurs d'accès, donc la notion qu'on voit dans le Digital Markets Act, ici, il faut qu'il collecte le consentement en fait des personnes dans le cas de développement. Donc ça, c'est un exemple du droit de l'Union qui peut venir être une exception en fait à cette proposition-là. Et bien sûr, c'est toujours important d'effectuer le test de mise en balance entre les intérêts de l'entité et les intérêts de la personne concernée. On précise en fait ici que l'intérêt légitime peut jouer en faveur du traitement, surtout lorsque l'intérêt qui est poursuivi est bénéfique pour soit la personne concernée, soit la société. Par exemple, parce que le traitement est nécessaire pour détecter les biais, disons, ou corriger les biais, ou protéger les personnes contre la discrimination. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment clair que le but est bénéfique pour la personne, et donc c'est plus simple pour ces acteurs-là de montrer qu'ils peuvent se baser sur l'intérêt légitime. Donc, on précise ces cas-là. Euh, et il faut aussi prendre en compte les attentes raisonnables de la personne concernée, bien sûr. Ça, c'est pour tout test de mise en balance. Euh, et toujours besoin de garanties, bien sûr, comme la minimisation des données, la protection contre la divulgation des données résiduelles qui sont conservées. Donc ici, sur ce point-là, on rejoint le second point de croisement qui est aussi pertinent pour le développement de l'IA, mais particulièrement dans le contexte de données sensibles. Euh, Parce qu'ici, en fait, la proposition crée un nouveau fondement à l'article 9, donc l'article 9 sur les catégories particulières des données personnelles, donc comme les données de santé, les données sensibles. On crée un nouveau fondement à l'article 9, paragraphe 2K, et qui va venir permettre le traitement de catégories particulières donc de données dans le contexte de développement ou du fonctionnement d'un système ou de modèle d'IA, sous réserve de certaines garanties qui sont prévues donc dans ce nouvel article, enfin dans ce nouvel paragraphe. Euh, Si donc le développement des systèmes peut nécessiter la collecte euh, en fait, donc quand on développe le système d'IA, ça peut nécessiter beaucoup de données, une grosse quantité. Et donc, il peut arriver que des catégories particulières se retrouvent résiduellement encore dans les jeux de données de traitement, dans les jeux de test, ou qui soient mémorisées en fait par ce modèle-là, alors qu'elles ne soient pas nécessaires pour la finalité du traitement. Donc, l'objectif, c'est d'éviter de bloquer de manière disproportionnée le développement de l'IA et de dire, OK, on aura toujours ces données-là qui peuvent être sensibles, qui sont résiduelles, qui sont toujours stockées, qui sont toujours là. Et donc, on va prévoir une dérogation à l'interdiction de traiter ces données-là, ces données sensibles ou ces données particulières-là dans ce paragraphe du RGPD. Donc, c'est une nouvelle base sur lesquelles les acteurs peuvent se fonder, mais elle est possible que si le responsable de traitement va mettre en place certaines mesures techniques et organisationnelles qui vont permettre d'éviter en fait le traitement de ces données-là. Donc, OK, elles sont toujours dans le résiduel, dans le modèle, etc. Mais vous devez mettre en place des mesures pour éviter en fait un traitement ultérieur de ces données-là.
Ou bien si on arrive malgré tout à les identifier, il faut mettre en place des mesures qui permettent de les supprimer, ou en tout cas d'empêcher leur divulgation ou qu'elles soient rendues accessibles à des tiers. Euh, Donc, on met donc, vraiment en place un système, hein, donc on va pouvoir libérer un peu l'utilisation des données, mais donc mettre en place des garde-fous a posteriori pour pouvoir mettre en place ça. exactement. Alors, autre chose aussi, on l'a pas évoqué là, mais Et c'est le les, dernier sujet pour les sur les cookies. données, ouais, voilà, important, mais juste pour revenir sur les données particulières, les données Ah biométriques, oui, il y a aussi l'ajout, dans ce projet de texte, d'une exception pour de traiter des données biométriques à des fins d'identification des individus, des ouais. personnes, dans le cas où les données biométriques sont sous le contrôle, donc uniquement de cette personne. On pense typiquement, vous avez votre téléphone, vous avez FaceTime ou un autre outil d'identification biométrique. Tant que les données biométriques sont dans la puce ou souvent de contrôle, eh bien, ça va permettre bien de légitimer, de donner une exception dans ce genre de situation. On voit bien qu'ici, bah, finalement, on essaye de rapprocher un peu le droit à la réalité du terrain. Ici aussi, c'est important, la fatigue des cookies, hein, vous savez, le consentement cookie. Il y a un bon projet là qui est porté aussi ici, notamment, d'intégrer finalement ces traitements des cookies dans le RGPD directement. C'est-à-dire qu'on va sortir de e-privacy et on va prévoir que toute cette partie cookie va ne plus être en France dans la L34.5 du CPCE, mais directement dans le RGPD. On va prévoir, l'article 88, c'est les traitements spécifiques du RGPD, eh bien, on va rajouter des nouveaux traitements pour les cookies, notamment l'utilisation des données issues des cookies, quand il s'agir de données à caractère personnel, bien évidemment, ça y reviendrait, pour la mesure d'audience, Pardon. pour la sécurité, pour quand c'est un service demandé à l'utilisateur, pour les cookies techniques de transmission. On va aussi ajouter une durée de vie du consentement à 6 mois. Finalement, ce qu'on fait, ici, c'est un peu codifier les règles qui existent actuellement dans les lignes directrices de la CNIL sur les cookies, etc. On va les inscrire dans le RGPD. On harmonise aussi finalement les règles de sanctions, c'est-à-dire qu'on va maintenant être dans les sanctions du RGPD pour ces éléments-là. On harmonise aussi les règles au niveau européen. On n'est plus dans une directive. Dans ces cas-là, on est dans le RGPD directement. C'est les mêmes règles dans toute l'Union européenne. Finalement, le règlement et privacy, on essaye un peu de faire passer des éléments sur cet aspect-là dans le RGPD directement. Et puis, on inscrit dans le texte aussi, et ça je pense que c'est quelque chose d'important, une liste de critères directement qui vont être utiles pour l'intérêt légitime. Et là, on pense aussi, je pense au secteur un peu de la tech, hein, donc de la publicité, qui va permettre d'évaluer en quoi eh bien, le traitement de ces données peut poursuivre un intérêt légitime. Vous savez, l'intérêt légitime dans le cadre d'une finalité commerciale et a été rappelé largement par la Commission, par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, il y a aussi, je pense, cette volonté-là derrière de pouvoir apporter aussi un peu plus de clarté juridique là-dessus. On codifie les cookies, on fait un espèce de premier changement aussi sur cette directive qui date de 2002. On supprime un article, un peu de toilettage, l'article 4 qui imposait des mesures de sécurité aux opérateurs télécommunications. Et puis, surtout, on ouvre la voie à un consentement, donc via le navigateur. C'est-à-dire qu'on veut supprimer les cookies, les bandeaux cookies, en donnant un choix directement dans le navigateur, préparamétré et qui ensuite sera lisible par tous les sites web. Alors, s'il y a plein d'éléments techniques, il y a évidemment des conditions ici de certification des systèmes, etc. On parle aussi donc des web browsers, des navigateurs web, mais également donc de EI, du Digital Wallet, il y a un nouveau système de portefeuille numérique européen qui est en cours, qui est encore en cours hein, pour le coup de mise en place, ça date de 2024, et donc qui devrait arriver. Hein. C'est aussi la certification des systèmes comme France Identité, un peu ce genre de choses, un peu dans la même veine si vous voulez, mais qui va permettre de stocker des informations et de pouvoir les réutiliser, les rendre lisibles aussi là-dessus. Donc il y a tout un enjeu important là-dessus. Ça pose des tas de questions. Euh, Vous êtes une entreprise, vous avez un navigateur qui est géré par votre entreprise, il met le consentement par défaut. Voilà, il y a plein de. C'est pas tout à fait quelque chose qui va se faire rapidement, et c'est là que je disais, ça va être dans les 24 mois. Et attention, ça précise bien aussi que ça concerne les données personnelles et les individus. Ça ne concerne pas les machines.
Ça veut dire que les agents IA, eh bien évidemment, sont exclus hein, de ces règles de consentement, évidemment, derrière. Donc, avec aussi l'ensemble des interrogations qu'il peut y avoir sur bah, un agent IA. Est-ce qu'il peut pas être rapproché d'un individu? Peut-être parfois. Alors, le temps passe, on va peut-être Oui, essayer d'accélérer sur la fin. on est arrivé à la fin. Ouais. C'était juste pour vous dire, bien sûr, mais comme vous le savez, qu'il y a deux courants. Si on simplifie un peu, un courant favorable donc à cette mise à jour et aussi qui trouve que ça suffit pas. Ce que la réforme fait, c'est on aurait besoin davantage de simplification. Et voilà. Et un autre courant qui est plus réservé, qui est plus attaché au niveau en fait de protection, qu'ils estiment être touchés ou affaiblis par ce projet-là. On s'inquiète en fait que ça puisse beaucoup avantager les entreprises et beaucoup moins les individus, beaucoup moins les personnes, et que quand même le RGPD c'est une logique de droit fondamental, donc de protection de données personnelles, de vie privée. Euh, c'est donc ces deux courants-là qu'on voit et qui évoquent pas mal de questions encore aussi. Est-ce que euh, la révision de ces textes apporte vraiment de vrais changements ou bien est-ce que encore il faut revoir ces processus, il faut plus de ressources pour mettre en place tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vient de voir. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen donc d'assurer cette cohérence ou pas? Euh, c'est plein de questions que les acteurs se posent, beaucoup de courants, beaucoup de critiques, mais aussi beaucoup de personnes qui sont en faveur de ça. Euh, mais dans tous les cas, on attend ce qu'il faut faire, c'est attendre le texte définitif. Comme on a dit au début du webinaire, c'est que ça va être soumis au Parlement européen et au Conseil. Il y aura le trilogue comme d'habitude. Donc en fait, il faut attendre ce texte-là. Ce projet peut ne pas être adopté dans son entièreté. Il y a certains sujets qui peuvent peut-être être supprimés dans la suite. Euh, c'est important de garder ça en tête et de se rappeler en fait que ça reste qu'un projet. Euh, et voilà, il y a une seconde étape en fait ici qui a été ouverte par la Commission jusqu'en mars 2026. C'est une consultation qui s'appelle le Digital Fitness Check en gros, on va faire une analyse euh, sur l'impact cumulatif de ces règles numériques différentes pour vérifier lesquelles vraiment vont soutenir la compétitivité dans l'UE, lesquelles au contraire le nuisent à la compétitivité. Euh, Plusieurs sujets qui vont être revus dans ce Digital Fitness Check et qui pourraient donc impacter le résultat, donc pourrait impacter le projet peut-être à long terme. Et alors, c'est vrai qu'il y a encore d'autres choses hein, qui arrivent aussi sur le droit des consommateurs. Il y a aussi des omnibus Ouais, qui vont arriver là-dessus. Donc, on n'est pas exclu qu'il y ait oui, d'autres règles du RGPD de protection des données qui soient aussi finalement changées, proposées en modification ou là-dessus. par secteur aussi. Ou par secteur, bien évidemment. Hein. Ouais. Bon, la tendance quand même, on voit bien, hein, c'est que on est aussi dans un aujourd'hui débat politique sur ce sujet-là, et on a aussi donc ce projet qui, on voit bien un peu clivant, un peu droite-gauche, vous voyez. Puis alors on voit bien aujourd'hui que bah, au niveau du Parlement européen, eh bien effectivement la majorité aujourd'hui est plutôt d'un côté de la droite. Donc globalement, on peut aussi penser que il va certainement y avoir un peu d'ajustement, mais quand Mm. même, c'est des choses qui devraient passer. Probablement, hein, si on peut faire un En peu de, majorité, un ouais. majoritaire, ouais, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi se préparer à accueillir ce type de modification. Alors nous, on reviendra évidemment largement sur tout ça, sur ces évolutions, et on les prendra en considération évidemment dans Bien sûr. Dastra hein, pour réajuster parfois, bah voilà, notre outil pour donc eh bien accueillir ces modifications qui sont présentes et donc apporter toujours l'aide nécessaire à nos clients. Quelques Et dernière ressources utiles. précision, Ouais. oui, voilà, juste pour dire que, comme on fait toujours pour nos webinaires, on va créer un lien sur notre blog sur lequel c'est possible Ouais. de télécharger donc les slides et visionner le replay.
Et dans les slides, on a rajouté donc des liens utiles sur tout ce qu'on a dit, principalement ce que la commission a sorti hier, la press conference qui a été faite à ce sujet, la page de l'IA Act qui a été, de l'AI Act qui a été mise à jour hein, pour inclure tout ce qu'on s'est dit là-dessus, les deux textes différents et la Q&A. Ouais. Euh, Voilà. On a un peu dépassé, alors on peut oui, prendre en quelques fait, questions si vous voulez pendant quelques minutes pour ceux qui ont, bah, voilà, ceux qui doivent nous quitter peuvent nous quitter, mais on peut faire ça. Et puis sinon, s'il n'y a pas de questions, je propose qu'on se retrouve donc dans un prochain webinar avec grand plaisir. On a toute une liste de webinars, je vous invite à aller regarder sur dastra.eu/webinar, notamment donc prévu d'ici la fin de l'année. Donc n'hésitez pas aussi à aller consulter le programme. On vous accueille avec plaisir. Alors, je vais juste regarder si on n'a pas quelques questions. Alors, vous avez des questions sur les moyens raisonnables, etc. Alors, vous avez vu, hein, c'est encore des projets. Il y a beaucoup de précisions qui doivent être apportées par la commission, le DPB, après, qui sont prévues. Donc, qui vont certainement répondre à vos questions que je vois ici sur les moyens qui doivent être mis en place, les techniques et les mesures techniques organisationnelles. Voilà, alors il y a des questions sur données sensibles et IA. Ça va être difficile de répondre aujourd'hui parce que, vous voyez, c'est vraiment un premier exercice très finalement de découverte hein, de ce texte. Euh, et ce qui va être important, je pense, si vous avez vraiment besoin de ça, moi je vous invite vraiment, c'est à regarder les débats qui vont se tenir au Parlement, au niveau des différentes commissions, des différents textes, des réflexions qui sont posées et de voir finalement un peu l'appareil politique se mettre en route, mais qui permet toujours de comprendre finalement pourquoi est-ce qu'on en arrive là et quelles sont les propositions et qu'est-ce qui sous-tend, qu'est-ce qui est sous-entendu dans cette proposition-là, qu'est-ce que le législateur a voulu faire. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes. On essaiera, nous, de le faire. on a une question. Quel impact pour le DPO est-ce qu'il sera considéré comme moins utile, Jérôme? Alors là-dessus, moi j'en suis persuadé qu'il ne sera jamais pas utile, au contraire, parce que la première chose que le DPO devra faire, c'est d'expliquer le changement des règles et de les mettre en place donc dans son organisation. Ça veut dire qu'il va falloir quand même bien les appréhender et puis il va y avoir des modifications nécessaires, des nouveaux modèles d'analyse d'impact, nouveaux systèmes de data breach, nouvelles définitions de données personnelles, etc. Donc non, le DPO ne va pas manquer de travail si ça veut vous rassurer. Là-dessus, je n'en doute pas. Et même si la charge est un peu allégée aux entreprises, pour les entreprises, qui est l'objectif du texte, ça ne veut pas dire que ce qu'il faut faire, par exemple, un registre, faire enfin, toutes sortes de documentation pour la accountability, ça sera toujours, c'est toujours utile. C'est pas que d'un coup, tout ce processus est supprimé. C'est un registre sert toujours pour, justement, comme une base pour aller plus loin, pour faire tout ce que le DPO fait à partir de là, pour avoir une propre cartographie des données, pour il y a, en fait, c'est comme des petites modifications à RGPD, mais ça ne veut pas dire que le principe enfin, le texte n'est plus là. Donc, Non. Non, on au ne tue pas contraire, le ça apporte RGPD. Je pense qu'il y a davantage. beaucoup il y a évidemment un sujet derrière d'appréciation vis-à-vis des autres textes, des droits fondamentaux, et ça qui est vraiment je pense, le débat politique. Mais en tout cas, il y aura toujours autant d'obligations qui découlent de Voilà. ces textes, avec certainement des nouvelles interprétations qui seront inscrites en dur. Et ça, je pense que c'est vraiment un des sujets de la commission ici, c'est de voilà, codifier un peu la pratique et Mm. de parfois imposer un certain point de vue euh, pour, euh, pour l'interprétation du texte. Et donc donner aussi plus de latitude aux entreprises pour pouvoir utiliser les données pour faire de l'IA
et moins de lourdeur administrative pour les PME et les SMC. Donc ça, on va voir si c'est quelque chose qui arrive. Sachez que, en tout cas, le DPV, hein, souvenez-vous, avait aussi soulevé des questions sur le registre des 750 salariés. Pourquoi pas, pourquoi 750 et pas 500, etc. Donc, c'est pas des choses qui sont figées dans le marbre encore aujourd'hui. Et donc, ça va nous donner du grain à moudre pour les prochaines semaines, prochains mois. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour votre participation, d'avoir sacrifié votre déjeuner pour nous. Et donc, on est ravis de vous retrouver pour un prochain webinaire et sur Dastra. À bientôt. Merci beaucoup. Très bonne Merci beaucoup, journée. Leïla. Au revoir.